Nous avons décidé de vous exclure de l'héritage. Vous ne l'avez jamais mérité. La voix de mon père résonna dans la salle à manger privée, et pendant un instant, tout s'arrêta. Le lustre en cristal au-dessus sembla se figer, suspendu en plein éclat. La douce musique classique qui jouait en fond sonore s'éteignit dans un silence absolu. Chaque visage autour de cette longue table élégante se tourna vers moi, avec des expressions allant de la satisfaction hautaine à une joie à peine dissimulée. Je suis resté là, la fourchette à moitié portée à ma bouche, fixant l'homme qui m'avait élevé. Autour de nous, toute ma famille élargie s'était réunie. Des tantes, des oncles, des cousins, même ma grand-mère. Le restaurant que mes parents avaient choisi était l'un de ces endroits où il faut réserver des mois à l'avance, où les serveurs portent des gants blancs et où le menu n'affiche aucun prix. Ils n'avaient pas ménagé leurs efforts pour ce moment. « Tu m'as entendu, Tara ?» Mon père se tenait au bout de la table, le visage rouge de vin et de quelque chose de plus sombre. Peut-être le triomphe. « Tu es dehors. Complètement dehors. » Ma mère était assise à ses côtés, tamponnant les coins de sa bouche avec une serviette en lin, essayant de cacher son sourire. Mon petit frère, Kevin, était affalé dans sa chaise, un sourire narquois sur le visage qui me retournait l'estomac. Ma sœur Paige ne me regardait même pas, mais je pouvais voir ses épaules trembler de rire retenu. C'est ce qui arrive quand on tourne le dos à sa famille, intervint ma tante Carole, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. On l'avait tous vu venir. Absolument, ajouta l'oncle Gérald, levant son verre de vin à la loyauté familiale. La table éclata de rire et d'accord. Les verres s'entrechoquèrent. Les gens riaient. Ma cousine Bethany applaudit même. Je posai ma fourchette avec soin, mes mains restaient fermes malgré la colère qui montait en moi. 29 ans de souvenirs défilèrent dans mon esprit en quelques secondes. Chaque anniversaire où Kevin recevait le plus gros cadeau. Chaque Noël où Paige recevait les meilleurs présents. Chaque dîner en famille où mes réalisations étaient ignorées, tandis que mes frères et sœurs étaient félicités pour les moindres petites choses. Mais ça, c'était différent. Mon père m'avait appelé 3 jours plus tôt, sa voix chaleureuse et invitante pour la première fois depuis des mois. Nous organisons un dîner de famille samedi. Très important. Tout le monde sera là. On aimerait vraiment que tu viennes, Tara. Ça fait trop longtemps. J'aurais dû savoir. J'aurais dû entendre le piège dans ces mots, mais une partie de moi, stupide et pleine d'espoir, pensait que peut-être, juste peut-être, il voulait enfin arranger les choses. Mais non, il voulait un public pour mon humiliation. Je regardais autour de la table, scrutant chaque visage. Ma grand-mère, qui me glissait des cookies quand j'étais petite, ne me regardait même pas dans les yeux. Mon cousin Jeffrey, que j'ai aidé à travers l'université en lui donnant des cours chaque week-end pendant 2 ans, fixait son assiette. Même mon oncle Thomas, qui disait toujours que j'étais sa nièce préférée, leva son verre avec tout le monde. « Rien à dire, Tara ?» demanda ma mère, sa voix mielleuse. Pas de larmes, pas de supplications. Je pris mon verre de vin, un Bordeaux très cher que mon père avait insisté pour commander pour tout le monde. Je pris une gorgée lente, laissant le silence s'étirer. Puis je souris. « Félicitations », dis-je doucement, posant le verre. « J'espère que cela en valait la peine. » Je me levai, lissai ma robe et pris mon sac à main. La table était de nouveau silencieuse, mais cette fois, le silence était confus. Ils s'attendaient à des larmes, peut-être des cris. Un genre de scène qui leur donnerait plus à rire plus tard. « Attends, c'est tout ?» cria Kevin alors que je me dirigeais vers la porte. « Tu t'en vas juste comme ça ?» Je m'arrêtai, me retournant par-dessus mon épaule. Le visage de mon père était passé du triomphe à l'incertitude. Le sourire de ma mère avait faibli. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ?» demandai-je, ma voix agréable, presque curieuse. « Vous avez pris votre décision. Je l'accepte. » Mais, commença Paige, mais j'étais déjà en train de m'éloigner. En sortant de la salle à manger privée pour entrer dans la partie principale du restaurant, j'entendis les murmures confus commencer derrière moi. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient passé des semaines à planifier ce moment, imaginant ma chute, savourant l'idée de ma douleur. Mon départ calme leur avait volé leur satisfaction. Qu'ils se posent des questions, astérisque je remis mon ticket de voiturier à l'employé et attendis dans l'air frais du soir de Birmingham. Le restaurant se trouvait au cœur du quartier historique de la ville, entouré de vieux magnolias et de réverbères en fer forgé. C'était beau, paisible, un contraste étrange avec la laideur que je venais de laisser derrière moi. Mon téléphone vibra dans mon sac à main. Je le sortis et vis un message de Kevin. « Ne pense pas que tu puisses changer la vie de papa plus tard. C'est définitif. » Je le supprimai sans répondre. Un autre message, cette fois de Paige. « Tu as toujours été dramatique. » Supprimé. Le voiturier amena ma voiture. Une modeste berline que j'avais achetée moi-même, payée avec mon propre argent gagné de mon propre travail. Tout ce que j'avais, je l'avais mérité. Et c'était toujours ça le problème. Je donnai un pourboire au voiturier et m'assis derrière le volant. En m'éloignant du restaurant, j'aperçus une dernière fois le bâtiment dans mon rétroviseur.
À l'intérieur, ma famille devait probablement déjà fêter ça, déjà dépenser l'argent qu'ils pensaient avoir sécurisé en m'excluant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. 2 jours. C'était tout ce qu'il fallait. Je conduisis chez moi en pilote automatique, mon esprit déjà 3 étapes en avant. La colère qui avait mijoté pendant le dîner brûlait désormais d'une clarté glaciale. Ils voulaient m'humilier. Ils voulaient me briser. Ils pensaient que j'étais faible, que je m'effondrerais sous leur rejet. Ils avaient oublié qu'ils m'avaient appris à être impitoyable. Mon appartement était dans un quartier calme à 20 minutes du centre-ville de Birmingham. Rien de luxueux, juste un petit studio avec assez d'espace pour moi et mon chat, Winston. J'avais déménagé ici il y a 6 ans quand j'ai commencé à travailler chez Britain Wealth Management, l'une des entreprises de conseil financier les plus prestigieuses de la ville. Je déverrouillai ma porte et Winston s'enroula immédiatement autour de mes chevilles, miaulant pour son dîner. Je lui donnai à manger, versai un véritable verre de vin, pas cette bouteille trop chère que mon père avait commandée, et m'assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. La vérité, c'est que je m'attendais à quelque chose comme ça depuis des mois. Mes parents avaient laissé entendre des choses, faisant des commentaires sur les valeurs familiales, la loyauté et savoir connaître sa place. Kevin était devenu insupportable ces derniers temps, parlant constamment de son avenir, de ses projets, de ce qu'il ferait quand le moment viendrait. Paige avait commencé à me traiter comme si j'étais déjà une étrangère. Mais j'avais espéré avoir tort. J'avais espéré que malgré tout, malgré toutes ces années où j'avais été ignorée et sous-estimée, il me verrait comme quelque chose de plus qu'une déception. Cet espoir est mort ce soir. J'ouvris mon ordinateur portable et accédai à un dossier que j'avais créé il y a 3 mois. Je l'avais appelé « Assurance », bien que cela paraisse trop généreux. C'était plus un dossier de preuve, un enregistrement détaillé de chaque transaction financière effectuée par mes parents au cours des 5 dernières années. Vous voyez, mon père pensait que je n'étais qu'une analyste financière moyenne dans une entreprise de taille moyenne. Il pensait que mon travail était ennuyeux, que mon salaire était modeste, que ma carrière n'avait rien de remarquable. Il adorait me comparer à Kevin, qui travaillait dans la technologie, peu importe ce que ça voulait dire. Autant que je puisse en juger, il jouait surtout à des jeux vidéo et appelait cela de la recherche sur l'expérience utilisateur. Il adorait vanter l'esprit entrepreneurial de Paige, même si sa boutique en ligne perdait de l'argent depuis 3 ans. Ce que mon père ne savait pas, c'est que je n'étais pas simplement une analyste financière comme les autres. J'étais une comptable forensique spécialisée dans la récupération d'actifs et la détection de fraude. Mon entreprise de taille moyenne gérait certains des plus grands cas de fraude du Sud-Est. Et j'étais très, très bonne dans mon travail. Il y a 3 mois, ma mère m'avait demandé de l'aide pour ce qu'elle appelait une simple question fiscale. Elle m'avait tendu un dossier rempli de documents, en me faisant confiance pour faire ce qu'elle demandait et rien de plus. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était que je reconnaisse immédiatement les schémas. Les sociétés écrans, les comptes offshore, la comptabilité créative qui flirtait avec la légalité et parfois la franchissait. J'avais passé les 2 mois suivants à recueillir discrètement des informations, non pas parce que je comptais les utiliser, mais parce que je croyais en l'importance d'être préparé. Mon père avait construit son petit empire immobilier grâce à une combinaison de travail acharné, d'investissements stratégiques et, comme il s'est avéré, de pratiques financières très douteuses. Maintenant, je me trouvais à ma table de cuisine, regardant des tableaux Excel qui racontaient une histoire que ma famille ne voulait pas que quiconque connaisse. Mon père avait siphonné de l'argent à ses partenaires commerciaux par le biais de schémas compliqués qui dissimulaient ses profits et gonflaient ses dépenses. Ma mère utilisait des organisations à but non lucratif qu'elle prétendait soutenir comme des tirelires personnels. Ensemble, ils avaient construit un château de cartes qui avait l'air impressionnant de l'extérieur, mais qui s'effondrerait dès que quelqu'un regarderait de trop près. Et j'allais m'assurer que quelqu'un regarde de très près. Mon téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil à l'écran et vis le nom de ma grand-mère. Pendant un instant, j'hésitai. Elle avait été à ce dîner. Elle était restée là, silencieuse, tandis qu'il me dépouillait de mon héritage, de ma dignité, de ma place dans la famille. Mais elle appelait maintenant. Je décrochai. « Bonjour, grand-mère. Tara, ma chérie. » Sa voix était faible, fatiguée. Je voulais m'excuser pour ce soir. C'était cruel de la part de ton père. J'aurais dû prendre la parole. Mais tu ne l'as pas fait. Silence alors. Non, je ne l'ai pas fait. Je suis désolée. Je fermai les yeux. Une partie de moi voulait lui pardonner. Voulait croire qu'elle était différente des autres. Mais j'avais appris ce soir que vouloir quelque chose et l'obtenir étaient 2 choses bien différentes. Pourquoi l'ont-ils fait? Demandai-je. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Ma grand-mère supérieure. Ce n'était pas à propos de ce que tu as fait, ma chérie. C'était à propos de ce que tu n'as pas fait. Tu n'avais pas besoin d'eux. Tu n'es pas venu quémander de l'argent, de l'aide ou de l'approbation. Tu as construit ta propre vie, et ça les a effrayés. Ton père aime être nécessaire. Il aime être important.
Tu lui as fait sentir qu'il était inutile. Alors, il m'a exclu de l'héritage. L'héritage qui n'a jamais vraiment été le tien à perdre. Dit-elle doucement. Tara, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton père a des problèmes financiers depuis 1 an. De gros problèmes. L'héritage que tu penses exister. La plupart est déjà parti. Ce soir était du théâtre. Il voulait te faire du mal avant que tu découvres qu'il n'y avait de toute façon plus rien à hériter. Ma main se crispa sur le téléphone. Tu es sure? Je suis vieille, pas stupide. Je sais ce que je vois. Après que nous eûmes raccroché, je restai dans la cuisine plongée dans le noir, digérant cette nouvelle information. Mon père était fauché. Le grand héritage qu'il avait toujours brandi au-dessus de nos têtes pendant toute notre vie n'était qu'une fiction, et il avait réuni toute la famille pour m'humilier avant que la vérité éclate. Je souris dans l'obscurité. Cela allait être encore mieux que je ne l'avais imaginé. Le matin du dimanche se leva clair et lumineux, se moquant de l'obscurité de mon humeur. J'avais passé une grande partie de la nuit à revoir des dossiers, à prendre des notes, à planifier mes prochains mouvements. Winston avait abandonné de tenter de m'attirer au lit vers 2 heures du matin et s'était simplement recroquevillé sur une pile de papier à côté de mon ordinateur portable. Maintenant, assise dans mon café préféré avec un triple shot de latte, j'étais prête. Je sortis mon téléphone et composai un message à quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur une affaire de fraude importante il y a 6 mois. Timothy était journaliste d'investigation pour le Birmingham Tribune, spécialisé dans les crimes financiers et la corruption. Nous avions développé une bonne relation de travail pendant l'affaire. Je fournissais l'expertise technique. Il écrivait les articles qui attiraient l'attention sur la fraude. « Salut, Timothy », écrivis-je. « Tu te souviens quand tu m'as dit que tu me devais une faveur? J'ai peut-être une histoire pour toi. Intéressé? » Sa réponse arriva en moins d'1 minute. Toujours. De quoi s'agit-il? Promoteur immobilier local. Possible fraude, détournement de fonds, évasion fiscale, plusieurs victimes. On se rencontre? Quand et où? Nous organisâmes une rencontre mardi matin dans son bureau. Cela me laissait encore un jour pour tout organiser et m'assurer que mon dossier soit béton. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur. Cela devait être parfait. Je passai le reste de la journée dimanche à fouiller plus profondément dans les dossiers financiers de mon père. Plus je cherchais, plus c'était pire. Il avait emprunté de l'argent à des partenaires commerciaux et ne l'avait jamais remboursé. Il avait pris des prêts en utilisant des propriétés qu'il ne possédait pas entièrement comme garantie. Il avait créé des sociétés fictives pour cacher ses revenus et gonfler ses dépenses, astérisque chaque transaction laissait une trace papier, et chaque trace menait à mon père. Ma mère était complice, bien sûr. Elle avait signé des documents, ouvert des comptes, déplacé de l'argent. Ils avaient construit cet empire de tromperie ensemble, et ils tomberaient ensemble, aussi. Le lundi matin, je suis allée travailler comme d'habitude. Ma patronne, Patricia, remarqua que j'étais plus concentrée que d'habitude. « Gros dossier ?» me demanda-t-elle en s'arrêtant à mon bureau avec son propre café. « Un projet personnel, dis-je. »« Mais oui, un gros. » Elle m'étudia un instant. Patricia avait la 50aine, elle était aussi perçante qu'une attaque, et savait lire les gens mieux que n'importe qui d'autre que je connaissais. « Ce projet personnel concerne-t-il le dîner de famille dont tu parlais vendredi ?» Je lui avais dit que je redoutais un événement familial, sans lui dire pourquoi. « Ça pourrait, admis-je. » Elle hocha lentement la tête. « Si tu as besoin de quelque chose, ressources, temps, conseils, fais-le-moi savoir. La famille peut être compliquée. La famille peut être toxique, corrigeai-je. Mais merci, je vais le faire. » J'ai travaillé pendant ma pause déjeuner, à peine consciente du temps qui passait. Quand il fut 17 heures, j'avais compilé tout ce dont j'avais besoin pour Timothy. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects. Des documents immobiliers révélant des transactions frauduleuses. Des chaînes d'emails entre mon père et ses partenaires commerciaux prouvant qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Des contrats signés de façon falsifiée, des déclarations fiscales qui ne correspondaient pas aux revenus réels. C'était suffisant pour envoyer quelqu'un en prison. Ce soir-là, Kevin appela. Je laissai le message aller dans la messagerie vocale. Il appela encore. Je l'ignorais encore. Lors du 3e appel, je finis par répondre. « Qu'est-ce que tu veux, Kevin? » « Jésus. Tu as mis le temps. Écoute, papa veut te parler. » « Je n'ai rien à dire à papa. Allez, Tara. Ne sois pas dramatique. Il est prêt à reconsidérer si tu t'excuses. » Je ris vraiment. M'excuser pourquoi? Pour avoir embarrassé la famille samedi. Pour être parti comme ça, pour avoir créé une scène. Je n'ai pas créé de scène. Je suis parti en silence. Exactement. Tu es parti. Tu as embarrassé papa devant tout le monde. Il a dépensé beaucoup d'argent pour ce dîner. Il a dépensé beaucoup d'argent pour m'humilier. Je corrigeai. Mais je te remercie pour l'appel. Dis à papa que je décline sa proposition de reconsidération. Tu fais une erreur. Kevin averted. Tu ne veux pas te retrouver du mauvais côté de cette famille.
Je suis assez sûr d'être du seul bon côté, répondis-je en raccrochant. 10 minutes plus tard, Paige m'envoya un message. Kevin a dit que tu as été rude avec lui. Pourquoi faut-il toujours que tu rendes tout si difficile? Je ne répondis pas. Un autre message de ma mère. Ton père est très déçu. Tu as toujours été ingrate. Supprimé. Uncle Gerald. Tes parents ne voulaient que le meilleur pour la famille. J'espère que tu reconsidéreras ton attitude. Supprimé. Tante Carol. Quelle honte de te voir jeter ta famille comme ça. L'orgueil précède la chute, Tara. Je fixai ce dernier message pendant un long moment. L'orgueil précède la chute. Elle n'avait aucune idée de combien elle avait raison, juste qu'elle se trompait sur celui qui allait tomber. Le mardi matin, je rencontrai Timothy dans son bureau du centre-ville. Le bâtiment du Tribune était un ancien entrepôt rénové avec des briques apparentes et des fenêtres industrielles. Son bureau se trouvait au 3e étage, un espace en désordre rempli de piles de papier, de tasses de café et d'une légère odeur d'encre d'imprimante. Tu as l'air fatigué, observa-t-il en m'installant. Long week-end, dis-je, mais ça en valait la peine. Je disposais tout ce que j'avais apporté. Documents, tableaux, chronologies, proofs. Les yeux de Timothy s'écarquillèrent à chaque page que je lui montrais. Bordel, souffla-t-il. C'est énorme. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 5 ans, probablement plus. Je n'ai accès qu'aux 5 dernières années de dossiers et aux victimes. Plusieurs partenaires commerciaux qui ont perdu de l'argent. Des organisations à but non lucratif qui ont reçu des dons qu'elles n'ont jamais obtenus. Des investisseurs qui ont investi dans des projets qui n'existent pas. La liste est longue. Timothy se pencha en arrière dans sa chaise, se passant les mains dans les cheveux. Cela pourrait détruire bien plus que ton père. Cela pourrait exposer un réseau entier de corruption dans le secteur immobilier de Birmingham. Je sais, dis-je calmement. Il me regarda attentivement. Ce sont tes parents, Tara. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Je pensais à samedi soir. Le rire, les moqueries, la façon dont il m'avait regardé comme si je n'étais rien, comme si je n'avais jamais compté. Je suis sure, dis-je. D'accord. Timothy hocha la tête. Donne-moi 3 jours. J'ai besoin de vérifier certaines choses de manière indépendante, de parler à des sources, de construire l'histoire correctement. Tu peux attendre 3 jours? Je souris. J'ai attendu 29 ans. 3 jours de plus ne me tueront pas. Le mercredi matin commença comme n'importe quel autre jour, sauf pour l'énergie nerveuse qui bourdonnait sous ma peau. Timothy avait mes informations. L'enquête était en cours. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre et de rester normal. Rester normal s'avéra plus difficile que prévu. Au travail, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à des nouvelles de Timothy. Rien ne vint. Il était minutieux, ce que j'appréciais, mais l'attente était une torture. Chaque heure semblait être une semaine. Vers 10 heures, mon téléphone de bureau sonna. Appel interne. Je décrochai. Tara, peux-tu venir dans mon bureau? La voix de Patricia était sérieuse. Il faut qu'on parle. Mon estomac se noua. Est-ce que quelqu'un a découvert ce que je faisais? Ma famille avait-elle d'une manière ou d'une autre eu vent de mes plans? Je me rendis dans le bureau de Patricia, mon esprit courant à toute allure, passant en revue toutes les possibilités. Elle était assise derrière son bureau, son expression impassible. « Ferme la porte et assieds-toi », dit-elle. Je le fis. Elle posa ses mains sur son bureau. J'ai eu une conversation intéressante ce matin avec un client potentiel. Il a appelé spécifiquement pour te demander, voulait savoir si tu étais disponible pour une consultation privée sur des questions financières. Qui était-ce? Il n'a pas donné son vrai nom, mais le numéro renvoie à l'entreprise de ton père. Un froid me traversa les veines. Il me surveille. C'est ce que je pense aussi. Il a demandé tes qualifications, ta spécialité, tes affaires récentes. Je lui ai dit que tu étais l'une de nos meilleures comptables forensiques et que s'il voulait t'engager, il devrait passer par les canaux appropriés et remplir notre formulaire d'admission. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raccroché. Patricia se laissa aller en arrière dans sa chaise. Tara, quoi que tu prépares, sois prudente. Si ton père fouine, il pourrait soupçonner quelque chose. Il ne soupçonne rien, répondis-je, plus confiante que je ne me sentais. Il pense que je suis faible, insignifiante. Il est probablement juste curieux de savoir ce que je fais réellement dans la vie. Peut-être. Patricia n'avait pas l'air convaincue, mais les hommes paranoïaques font des choses dangereuses. Face attention. Je retournai à mon bureau, ma confiance d'avant vacillant. Mon père commençait à agir. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait déclenché ces soupçons? Mon téléphone vibra. Un message de Kevin. Papa veut déjeuner avec toi. Juste vous deux. Il dit que c'est important. J'ai fixé le message. C'était un piège. Ça ne pouvait être que ça. Mon père ne faisait jamais de déjeuner privé. Il ne faisait pas de conversation en tête-à-tête à moins qu'il ne veuille quelque chose. Je répondis par message, occupé toute la semaine. Peut-être le mois prochain. La réponse de Kevin arriva immédiatement. Il dit que ça ne peut pas attendre.
Demain à midi, au Summit Club. Il t'attendra. Le Summit Club était le restaurant préféré de mon père. L'endroit où il faisait des affaires et impressionnait ses clients. C'était cher, exclusif et exactement le genre d'endroit où il se sentait puissant. Je ne répondis pas. Un autre message de Kevin. Il essaie de réparer les choses, Tara. Ne sois pas têtue. Puis un de ma mère. Ton père tend une branche d'olivier. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être présente. Et Paige, sérieusement, tu ne peux même pas déjeuner avec papa. Tu es tellement mesquine. Il coordonnait, poussait, tentait de me coincer. Jeepley Timothy. Salut, répondit-il. J'allais justement t'appeler. On a un problème. Mon Caressy Sarah. Quel genre de problème? Quelqu'un a contacté mon éditeur ce matin. Un tuyau anonyme disant que je travaillais sur une histoire basée sur des documents falsifiés fournis par un membre mécontent de la famille. Mon éditeur veut voir toutes mes sources avant de publier quoi que ce soit. Ils savent, murmurai-je. Ma famille sait que je m'en prends à eux. On ne sait pas ça avec certitude, dit Timothy. Ça pourrait être une coïncidence. Mon père a appelé mon bureau ce matin en se faisant passer pour un client. Maintenant il veut déjeuner avec moi demain. Et toi, tu reçois un tuyau anonyme pour te dissuader? Ce n'est pas une coïncidence. Timothy reste silence here un moment. D'accord, astérisque alors, qu'est-ce que tu veux faire? On peut toujours publier l'histoire, mais ça prendra plus de temps pour tout vérifier si mon éditeur est prudent. Combien de temps? Peut-être une semaine. 2 au maximum. Je n'ai pas 2 semaines. Je dis qu'il tourne autour. Quoi qu'il prépare, c'est maintenant. Alors il faut être plus malin. Timothy dit, va au déjeuner. Vois ce qu'il veut. Peut-être qu'il nous donnera quelque chose qu'on pourra utiliser. Ou peut-être qu'il essaiera de m'intimider pour que je me retire. Il peut? Je pensais à samedi soir. L'humiliation, le rire, toute ma famille se retournant contre moi comme si je n'étais rien. Non, dis-je, il ne peut pas. Ce soir-là, je fis quelque chose que je fais rarement. J'appelai ma grand-mère. Elle répondit au 3e appel. Tara, Sherry, J.S. K2 Appellerays. Grand-mère, papa a-t-il dit quelque chose sur moi récemment? Quelque chose d'inhabituel? Elle hésita. Il a posé des questions sur ton travail, tes finances, si tu as des connexions dans les médias. Pourquoi? Il soupçonne quelque chose. Soupçonne quoi? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Juste que je ne suis pas aussi brisée qu'il espérait que je le sois. Tara, que fais-tu? Ce que j'aurais dû faire il y a des années? Dis-je, me défendre. Fais attention, avertit-elle. Ton père n'aime pas être défié. Il devient méchant quand il se sent coincé. Je sais. J'ai appris avec les meilleurs. Après avoir raccroché, je restais dans mon appartement, réfléchissant. Mon père était en train de manœuvrer. Il était suspicieux. Mais il ne savait pas exactement ce que je préparais, sinon il aurait fait plus que demander un déjeuner. Il cherchait à savoir ce que je savais. La chose intelligente à faire serait d'attendre. Laisser Timothy finir son enquête. Construire le dossier correctement. Être patiente. Mais la patience n'a jamais été mon fort. Je répondis à Kevin. D'accord. Midi demain au Summit Club. Dis à papa que je serai là. Sa réponse fut triomphante. Bon choix. I'll Sarah content. J'en doutais fortement. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je n'arrêtais pas de passer des scénarios dans ma tête. Que dirait mon père? Que me proposerait-il? Essaierait-il de me soudoyer, de me menacer, de me manipuler pour me faire croire que tout cela n'était que le fruit de mon imagination? Vers 2 heures du matin, je me levai et préparai du thé. Winston me suivit dans la cuisine, miaulant sa désapprobation à cette heure tardive. Je sais, mon vieux, lui dis-je. Je suis ridicule. Mais je ne l'étais pas. J'étais prudente, minutieuse, stratégique. Je sortis mon ordinateur portable et passai tout en revue une fois de plus. Les preuves étaient solides. La trace papier était claire. Même si mon père suspectait quelque chose, il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait déjà fait. Les transactions existaient. La fraude était réelle. Les victimes étaient réelles. Demain, je serai face à mon père et j'écouterai l'histoire qu'il voulait me raconter. Je sourirai, hocherai la tête et le laisserai penser qu'il était en train de gagner. Et puis je regarderai son monde brûler. Le matin du jeudi arriva trop vite. Je m'habillai soigneusement, professionnelle mais pas intimidante, confiante mais pas agressive. Je voulais que mon père me voie comme la fille qu'il pensait connaître, pas la femme qui allait le détruire. Le Summit Club était situé dans le centre-ville de Birmingham, au dernier étage de l'un des bâtiments les plus anciens de la ville. J'arrivai exactement à midi et donnai mon nom à l'hôtesse. Monsieur Anderson est déjà ici, dit-elle. Par ici. Mon père était assis à une table en coin avec une vue sur la ville. Il se leva quand je m'approchai, souriant comme si rien ne s'était passé samedi soir. Tara, chérie, merci d'être venue. Je m'assis sans le prendre dans mes bras. Que veux-tu, papa? Son sourire faiblit légèrement. Un père ne peut-il pas vouloir déjeuner avec sa fille? Pas ce père. Pas cette fille.
Pas maintenant. Il soupira et s'assit. Je suppose que je mérite ça. Samedi soir a été dur. Ta mère et moi avons parlé et nous pensons que nous avons agi trop vite. Trop vite pour m'exclure de l'héritage ou trop vite pour m'humilier devant toute la famille. Let's do, admit I. Nous avons laissé les émotions prendre le dessus. Un serveur arriva avec de l'eau et des menus. Mon père commanda un scotch. Je ne commandais rien. Tu ne manges pas? Demanda-t-il après que le serveur soit parti. Je ne vais pas rester longtemps. Dis ce que tu as à dire. Il me scruta de l'autre côté de la table et je vis quelque chose dans ses yeux. De la confusion, peut-être de l'inquiétude. Ça ne se passait pas comme il l'avait prévu. Tara, je veux réparer les choses entre nous. La situation de l'héritage était une erreur. Nous sommes prêts à reconsidérer. Prêts à reconsidérer, répétai-je. Quelle générosité. Ne sois pas sarcastique. J'essaie de réparer ça. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé entre samedi et aujourd'hui? Il se redressa dans sa chaise. Ta mère se sent coupable. Elle pense que nous avons été trop durs. Maman ne se sent coupable de rien de ce qu'elle fait, dis-je. Essaie encore. Le serveur apporta son scotch. Mon père en prit une longue gorgée avant de répondre. Très bien. Tu veux la vérité? On s'inquiète pour toi. Après samedi, on s'attendait à ce que tu appelles, que tu réagisses, que tu fasses quelque chose. Au lieu de ça, tu as juste disparu. Ce n'est pas comme toi. Tu ne sais pas ce que c'est, être comme moi. Tu n'as jamais pris la peine de le découvrir. Ce n'est pas juste. Samedi soir n'était pas juste, répliquai-je. Passé 29 ans à te voir adorer Kevin et Paige pendant que tu me traitais comme une gêne, ce n'était pas juste. Alors excuse-moi si je me fiche de ta définition de la justice. La mâchoire de mon père se serra. Il y avait la colère que je me souvenais de mon enfance. Surveille ton ton. Je suis toujours ton père. Biologiquement, oui. Dans tous les sens qui comptent. C'est discutable. Il posa son verre avec suffisamment de force pour que les autres clients jetassent un coup d'œil. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette attitude doit s'arrêter. Je t'offre une chance de revenir dans la famille, de restaurer ton héritage. Ne gâche pas ça à cause de l'orgueil. Ce n'est pas une question d'orgueil, répondis-je calmement. C'est une question de respect de soi. Quelque chose que j'aurais dû développer il y a des années. Tara, pourquoi as-tu appelé mon bureau hier? La question le prit au dépourvu. Quoi? Tu as appeal Brighted from Wealth Management here, Matin. Tu t'es fait passer pour un client potentiel. Tu as posé des questions à mon sujet. Pourquoi? Il se reprit rapidement. Je voulais comprendre ce que tu faisais. Ta mère et moi avons réalisé qu'on ne savait pas grand-chose de ta carrière. Menteur. Le mot resta suspendu entre nous comme une grenade. Excuse-moi. Sa voix devint dangereusement calme. Two mans. Tu n'as pas appelé parce que tu te souciais de ma carrière. Tu as appelé parce que tu t'inquiètes de quelque chose. Qu'est-ce que c'est, papa? Qu'est-ce que tu as peur que je sache? Son visage se fit soudainement neutre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais. Nous nous fixâmes à travers la table. C'était le moment. Je pouvais reculer. Prétendre que j'imaginais des choses, à part sa fausse branche d'olivier. Ou je pouvais avancer et lui montrer que je n'étais pas la fille faible qu'il pensait que j'étais. Comment va l'entreprise, papa? Le marché immobilier doit être difficile ces jours-ci. Ça va, vraiment, parce que j'ai entendu dire que tu avais des difficultés financières, des problèmes de liquidité, des disputes avec tes partenaires, ce genre de choses. Ses yeux se rétrécirent. Qui t'a dit ça? Personne ne m'a dit ça. J'ai compris par moi-même. Il n'y a rien à comprendre. Mon entreprise est solide. Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai vu, ton entreprise est construite sur de la fraude, du détournement de fonds et de l'évasion fiscale. Mais bon, que puis-je en savoir? Je ne suis que la fille décevante avec le travail ennuyeux. La couleur s'éclipsa de son visage. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Tara, je ne sais pas à quel jeu tu crois jouer. Aucun jeu, juste des faits. Tu voles tes partenaires depuis des années. Tu utilises des sociétés fictives pour cacher des revenus, tu prends de l'argent aux organisations à but non lucratif. J'ai toute la documentation. Il se pencha en avant, sa voix basse et menaçante. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et si tu répands des rumeurs comme ça, je vais te poursuivre en diffamation si vite que ta tête tournera. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Et ce ne sont pas des rumeurs si j'ai des relevés bancaires, des déclarations fiscales et des chaînes d'emails prouvant tout. Pour la première fois, je vis la peur dans les yeux de mon père. De la vraie peur. Tu bluffes. Vraiment? Tu veux tenter ta chance? Il attrapa son scotch et le but d'un seul coup. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Très bien. Je vais te faire un chèque tout de suite. Donne-moi ton prix. Je ne veux pas ton argent. Alors quoi? Je veux que tu fasses face aux conséquences de ce que tu m'as fait, à tes partenaires, à tout ce que tu as utilisé et jeté. Tu es une ingrate. Il se reprit, jetant un coup d'œil autour de lui à cause des autres clients. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix était maîtrisée,
mais je pouvais entendre la rage sous-jacente. Astérisque, je t'ai donné tout ce que j'avais. Un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture sur la table, une éducation. C'est comme ça. Que tu me rembourses. Tu m'as donné le strict minimum tout en offrant le monde à Kevin et Paige. Et maintenant, tu veux de la gratitude. Si tu fais ça, si tu essaies de me détruire, tu le regretteras. Je te le promets. C'est une menace? C'est un avertissement. Tu crois que tu es maligne, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu fais face. J'ai des avocats, des connexions, des amis dans des endroits très élevés. Toi, tu es une analyste junior dans une entreprise de taille moyenne. Tu ne peux pas gagner ce combat. Je me levai, lançant mon sac à main sur mon épaule. On verra ça. Tara, a seat's toy. On n'a pas fini. Si, on a fini. Je partis, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser dans ma poitrine. Derrière moi, j'entendis mon père crier mon nom, puis jurer tout bas. Bien. Qu'il ait peur. Qu'il se demande ce que je préparais. J'arrivai à ma voiture avant que mes mains ne commencent à trembler. Je saisis le volant, respirant profondément, essayant de me calmer. C'était plus intense que ce que j'avais imaginé. Mon père avait peur, ce qui signifiait qu'il allait riposter. Cela allait devenir moche. Mon téléphone sonna. Timothy, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, dis-je. Des nouvelles mixtes. Mon éditeur a approuvé l'histoire, mais il veut la garder en suspens jusqu'à ce que nous ayons les commentaires de toutes les parties concernées. Cela signifie qu'il faut contacter ton père pour obtenir sa version avant de publier. Quand? Demain matin. Je vais lui envoyer une liste de questions et lui donner 48 heures pour répondre. Il ne va pas répondre. Il va engager des avocats et tenter de tuer l'histoire. Probablement, mais éthiquement, je dois lui donner une chance. Je fermai les yeux. D'accord, fais-le. Et Timothy, sois prêt. Quand ça éclatera, ça va devenir compliqué. Je sais. Tu es prête? Je pensais au déjeuner que je venais de passer. Le regard de mon père quand je l'ai confronté. La façon dont il avait essayé de me menacer, de me soudoyer, de m'intimider. Ouais, dis-je. Je suis prête. Cet après-midi-là, tout changea. J'étais de retour à mon bureau, essayant de me concentrer sur mon travail, quand Patricia réapparut à mes côtés. Salle de conférence. Maintenant, prends ton téléphone. Quelque chose dans sa voix me fit bouger rapidement. Je la suivis jusqu'à la salle de conférence où 3 autres associés principaux attendaient déjà. A seat's toy, Tara, dit Patricia. Je m'assis. Nous avons reçu un appel cet après-midi d'un cabinet d'avocats représentant quelqu'un du nom de Howard Anderson. Il menace de poursuivre notre entreprise pour diffamation, harcèlement et espionnage industriel. Ils prétendent que tu as volé des informations confidentielles et répandu de fausses accusations sur leurs clients. Mon père avait fait son premier mouvement. La salle de conférence sembla tout à coup plus petite, l'air chargé de tension. 4 associés principaux me fixaient, attendant une explication. Le visage de Patricia était soigneusement neutre, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Qui est Howard Anderson? Demanda Gérald, l'un des associés fondateurs. Mon père, dis-je calmement. La pièce se tut. Ton père nous menace de nous poursuivre parce que tu as fait quelque chose. La voix de Gerald monta. Tu voudrais bien expliquer? Je pris une grande inspiration. C'était le moment. Celui où je devais soit me défendre, soit laisser mon père m'intimider jusqu'au silence. Il y a 3 mois, ma mère m'a demandé de l'aide pour ce qu'elle appelait une question fiscale. Elle m'a donné des documents de l'entreprise de mon père. Quand je les ai examinés, j'ai remarqué des schémas correspondant à une fraude financière. J'ai documenté ce que j'ai trouvé. Et après? Demanda Patricia. J'ai donné les informations à un journaliste d'investigation. Il les a vérifiées de manière indépendante. Demain, il va contacter mon père pour obtenir son commentaire avant de publier l'histoire. Gérald avait l'air d'être sur le point de faire une crise. Tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour enquêter sur ton propre père? Non, j'ai utilisé mon temps personnel et mon propre ordinateur. La seule ressource de l'entreprise que j'ai utilisée était mon expertise professionnelle, que j'ai le droit d'appliquer à toute situation. C'est une question de technique. Un autre associé, Suzanne, intervint. Tu es employé par cette entreprise. Tout ce que tu fais nous concerne. Le travail que j'ai fait a révélé une fraude légitime qui touche plusieurs personnes et organisations. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons ici? Pas quand il s'agit des membres de la famille de nos employés. Gérald frappa sa main sur la table. As-tu la moindre idée du genre de responsabilité à laquelle tu nous as exposés? Patricia leva la main. Calmons-nous. Tara, as-tu volé des documents? Non. Tout ce que j'ai m'a été soit donné directement par ma mère, soit ce sont des informations disponibles publiquement. As-tu déformé ta situation ou celle de l'entreprise de quelque manière pendant cette enquête? Non. As-tu utilisé le temps, l'équipement ou les ressources de l'entreprise? Non. Patricia regarda Gerald. Alors, techniquement, elle n'a enfreint aucune politique.
Ça n'a pas d'importance. Gérald se leva, commençant à faire les 100 pas. Les avocats de son père vont nous traîner en justice de toute façon. C'est un désastre. Mon téléphone vibra. Un message de Kevin. L'avocat de papa s'attaque à ton travail. J'espère que tu es contente. Un autre de Paige. Tu détruis la famille. J'espère que ça en valait la peine. Puis ma mère. Comment as-tu pu nous faire ça après tout ce qu'on t'a donné? Je retournai mon téléphone face contre la table. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, dis-je. Mon père n'a pas de dossier. Il bluffe. C'est de l'intimidation, pure et simple. Il espère qu'en menaçant l'entreprise, vous me forcerez à reculer. Et toi? Demanda Susan. Reculer? Je la fixai dans les yeux. Non. Alors, tu es suspendu, annonça Gérald. Avec effet immédiat. Jusqu'à ce que cette situation soit résolue, tu n'es pas autorisé à venir au bureau ni à avoir des contacts avec des clients. Tu ne peux pas me suspendre pour quelque chose que j'ai fait sur mon temps personnel. Nous le pouvons, et nous le faisons, pour la protection de l'entreprise. J.E. regardai Patricia. Elle me fit un léger signe de la tête. Ne te bats pas contre ça maintenant. Jamie Levi. Très bien. Je serai chez moi si vous avez besoin de moi. Je sortis de la salle de conférence la tête haute, mais à l'intérieur, je tremblais. Mon père avait agi plus vite que prévu. Il s'attaquait à mon travail, ma réputation, ma crédibilité. Il voulait me détruire avant que je puisse le détruire. Mais il avait fait une erreur. En montrant son jeu aussitôt, en menaçant mon entreprise, il avait prouvé qu'il avait peur. Et les gens qui ont peur font des erreurs. Je conduisis chez moi dans un état second. Cela prenait une tournure plus rapide que ce que j'avais planifié. L'histoire n'était même pas encore publiée, et déjà, mon père lançait des attaques. Que ferait-il quand l'article sortirait réellement? Mon téléphone sonna. Timothy, j'ai entendu parler de ton entreprise, dit-il. Je suis désolé. Comment sais-tu ça? L'avocat de ton père a aussi appelé mon éditeur. Il nous a menacés d'un procès si on publiait quoi que ce soit. Il a affirmé, tu es une fille mécontente qui répand des mensonges malveillants. Tutti retires? Bien sûr que non. Mais mon éditeur veut accélérer le calendrier. On publie demain matin au lieu de la semaine prochaine. On ne donne pas à ton père le temps d'enterrer cette histoire. Demain. L'article sera public demain. D'accord. Dis-je. Fais-le. Tara, es-tu sûre? Une fois que cela sera publié, il n'y a plus de retour en arrière. Je pensais à samedi soir, l'humiliation, le rire, le visage suffisant de mon père lorsqu'il annonça que j'étais exclu de l'héritage. Puis je pensais au déjeuner d'aujourd'hui, aux menaces, à l'intimidation, à la façon dont il avait essayé de détruire ma carrière. Je suis sûre. Très bien, l'article sera mis en ligne à 6 heures du matin. Je t'enverrai le lien lorsqu'il sera en ligne. Après avoir raccroché, je restai dans ma voiture, dans le parking de mon appartement. Demain matin, le monde de mon père commencerait à s'effondrer. À midi, tout Birmingham saurait ce qu'il avait fait. Le soir, ses partenaires commerciaux commenceraient à appeler leurs avocats, et ce serait moi qui aurais fait en sorte que cela se produise. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Kevin. Peu importe ce que tu penses savoir, tu te trompes. Papa est un homme bien. Je fixai ce message pendant un long moment. Kevin y croyait vraiment. Ils y croyaient tous. Ils avaient acheté l'image soigneusement construite par mon père d'un homme d'affaires prospère, d'un père dévoué, d'un pilier de la communauté. Ils n'avaient aucune idée de qui il était réellement. Je rentrai chez moi, donnai à manger à Winston, versai un verre de vin et essayai de manger quelque chose. Je ne pouvais pas. Mon estomac était noué. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, regardant les minutes défiler. 20 heures avant que l'article soit publié. 20 heures avant que tout change. Vers 20 heures, ma grand-mère appela. Tara, qu'est-ce passé-t-il? Ton père m'a appelé ce soir, très contrarié. Astérisque, il dit que tu répands des mensonges à son sujet. Ce ne sont pas des mensonges, grand-mère. Que veux-tu dire? Je lui racontai tout. La fraude, le détournement de fonds, les fausses entreprises, l'argent volé. Je lui parlais de l'article qui serait publié demain matin. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse pendant un long moment. Tara, chérie, tu dois comprendre quelque chose. Ton père vient d'une famille qui valorise la loyauté avant tout. Ce que tu fais, l'exposer publiquement, c'est la pire forme de trahison à ses yeux. Il m'a trahi en premier. Il trahit des gens depuis des années. Je sais, et il mérite de faire face aux conséquences, mais tu dois être préparé à ce qui vient. Ton père ne va pas se laisser faire tranquillement. Il va riposter de toutes ses forces. Je sais. Et le reste de la famille prendra son côté. Ils l'ont toujours fait. Je sais aussi. Alors tu sais aussi qu'après-demain, tu seras complètement seul. Plus de famille, plus de soutien. Es-tu prête pour ça? Je regardais autour de mon petit appartement. Winston était recroquevillé sur le canapé, ronronnant doucement. Mon ordinateur portable était posé sur la table de la cuisine, rempli de preuves qui feraient tomber l'empire de mon père.
Mon téléphone était maintenant silencieux, mais demain il exploserait de messages. Certains de soutien, la plupart accusateurs. Oui, dis-je, je suis prête. Parce qu'en vérité, cela faisait longtemps que j'étais seule. Samedi soir n'a fait que rendre cela officiel. Alors je prierai pour toi, dit ma grand-mère doucement. Et Tara, pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Ce que tu fais prend du courage. Merci, grand-mère. Après avoir raccroché, je restais dans l'obscurité de mon appartement, attendant le matin, attendant l'article, attendant que tout s'effondre. Je ne dormis pas cette nuit-là, regardant les heures passées. Mon ordinateur portable ouvert, rafraîchissant le site de Timothy toutes les quelques minutes, même si je savais que l'article ne serait publié qu'à 6 heures. À 5h45, je préparais du café. À 5h50, j'ouvris mon email. À 5h55, je commençais à rafraîchir le site du Tribune toutes les 30 secondes. À exactement 6 heures, l'article de Timothy fut mis en ligne. Le titre disait « Le promoteur immobilier local Howard Anderson accusé de fraude, de détournement de fonds et d'évasion fiscale ». Je cliquai sur le lien et commençai à lire. Timothy avait fait du bon travail. Chaque allégation était soigneusement documentée, chaque affirmation soutenue par des preuves. Il avait interviewé plusieurs anciens partenaires commerciaux de mon père qui confirmaient la fraude. Il avait obtenu une vérification indépendante des fausses entreprises et des comptes cachés. C'était parfait, accablant, indiscutable. Mon téléphone commença à sonner immédiatement. J.L. Tignes. C'était ça, le point de non-retour. À 7 heures, mon téléphone avait accumulé 43 appels manqués et plus de 100 messages textes. Je le rallumai juste assez longtemps pour voir qui essayait de me joindre. Kevin, 17 appels, 12 messages, toutes des variations de « Comment as-tu pu » et « Tu as tout détruit ». Paige, 9 appels, 23 messages, de plus en plus hystériques. Le dernier disait « Papa pleure. Tu es contente maintenant ?» Ma mère, 8 appels, aucun message. Elle préférait livrer son venin verbalement. Plusieurs tantes, oncles et cousins, trop nombreux pour être comptés, tous disant à peu près la même chose. J'étais une traîtresse, une menteuse, une honte pour le nom de la famille. Unsolved messages distinguent de ma grand-mère. La vérité finit toujours par éclater. Reste forte. Je préparais mon petit déjeuner. Des œufs et des toasts que je goûtais à peine, et ouvris mon ordinateur portable. Le site du Tribune avait explosé. L'article de Timothy avait été partagé des milliers de fois. La section des commentaires était un champ de bataille entre ceux qui défendaient mon père et ceux qui exigeaient son arrestation. Les chaînes de nouvelles locales avaient repris l'histoire. Je regardais une émission en direct sur mon ordinateur, voyant le siège de l'entreprise de mon père entouré de journalistes. Le présentateur parlait d'un ton grave des accusations de fraude dans le cadre de l'enquête en cours. Massonet retented. Je regardai par le Judas et vis Kevin debout dehors, le visage rouge de rage. Paige se tenait à côté de lui, les bras croisés. Je n'ouvris pas la porte. Kevin frappa contre celle-ci. Tara, ouvre. On sait que tu es là. Va-t'en, criai-je à travers la porte. Pas tant que tu ne t'expliques pas, hurla Paige. Comment as-tu pu faire ça à papa, à nous tous? Tout ce qui est dans cet article est vrai. Tu sais que c'est vrai. Peu importe si c'est vrai, hurla Kevin. On ne dévoile pas la saleté de sa famille en public. On ne détruit pas son propre père. Il s'est détruit tout seul. J'ai juste documenté ça. Plus de coups sur la porte. Ouvre cette porte tout de suite, Tara. Ou je jure que... Ou quoi? Tu vas m'exclure de l'héritage? Trop tard. Tu vas m'humilier devant la famille. C'est déjà fait. Accepte-le, Kevin. Tu n'as plus de pouvoir sur moi maintenant. Les coups s'arrêtèrent. J'entendis des voix basses et furieuses discuter. Puis Paige parla, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Tara, s'il te plaît, parlons de tout ça comme des adultes. Papa veut arranger ça. Il est prêt à te pardonner si tu retires publiquement tout ce que tu as dit. J'en ris presque. Dis à papa que ça n'arrivera pas. Tu fais une énorme erreur, avertit Kevin. L'avocat de papa prépare déjà une poursuite en diffamation. Tu vas tout perdre. Ton travail, ta réputation, ta crédibilité. La vengeance vaut-elle vraiment ça? Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Appelle ça comme tu veux. Tu vas quand même le regretter. Ils partirent finalement, mais pas avant que Kevin donne un coup si fort à ma porte qu'il la marqua. Je les observais à travers le Judas tandis qu'ils montaient dans la voiture de Kevin et s'éloignaient, probablement en direction de la maison de mes parents pour faire leur rapport. Mon téléphone sonna. Patricia, répondis-je. Bonjour, Tara. As-tu vu l'article? Oui. Ça fait un sacré émoi. J'ai eu 3 appels ce matin de journalistes qui me demandaient à ton sujet si l'entreprise savait que tu enquêtais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu agissais de manière indépendante et que nous ne pouvions pas commenter les affaires en cours. Mais Tara, ça change les choses. Les preuves que tu as recueillies, elles sont légitimes. Gérald et les autres associés examinent tout,
et il semble que les menaces de ton père étaient vides. Il ne peut pas nous poursuivre en diffamation quand tout est vrai. Ça veut dire que je ne suis plus suspendue? Patricia Marquardt on pause. Les associés se réunissent cet après-midi. Je t'appellerai après. Mais entre toi et moi, je pense qu'ils vont te réintégrer. Ce que tu as découvert est énorme. C'est exactement le genre de dossier sur lequel nous avons bâti notre réputation. Après avoir raccroché, je laissai échapper un petit soupir de soulagement. Mon travail était en sécurité. Ma carrière allait survivre. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. À 10 heures, mon téléphone sonna avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, je décrochai. Tara, la voix de mon père, rauque et fatiguée. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Silty plate, just 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Quelque chose dans son ton me fit hésiter. Il semblait défait, brisé. Rien à voir avec l'homme confiant et menaçant du déjeuner d'hier. 5 minutes, dis-je. Merci. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin entre nous. Samedi soir était une erreur. Le déjeuner d'hier était une erreur. J'étais effrayée et en colère et j'ai réagi impulsivement. Tu as réagi impulsivement contre moi pendant 29 ans. Je sais, et je suis désolée, mais cet article, cette humiliation publique, ça va trop loin. Tu ne détruis pas juste moi. Tu détruis toute la famille. La famille s'est détruite toute seule quand tout le monde a choisi de rire de moi au lieu de se tenir à mes côtés. Tara, JET Supply. Appelle le journaliste. Dis-lui que tu t'es trompé. Dis-lui que tu as agi par colère après samedi soir. On peut dire que tu as mal compris certains documents, que tu n'avais pas toute l'information. Mes avocats peuvent travailler avec les leurs et on peut faire disparaître tout ça. Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Tu as déjà fait ton point. Tu as montré à tout le monde que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut écraser. Tu as gagné. Maintenant laisse tomber. Je n'ai rien gagné encore. Tu es toujours libre. Tu as toujours ton entreprise. Tu n'as pas encore fait face aux vraies conséquences. L'article est une conséquence suffisante. Mes associés m'abandonnent. Mes clients réclament leur argent. La banque appelle pour récupérer ses prêts. Je suis fini. Tara, tu m'as détruit. Ce n'est pas assez? Pas du tout. Silence. Puis, d'une voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Alors tu as fait ton choix. Ne t'attends pas à la clémence de ma part. Il raccrocha. Je restais là, fixant mon téléphone, traitant ce qui venait de se passer. Astérisque mon père était passé de la supplication à la menace en l'espace d'une seule conversation. Il était désespéré, ce qui le rendait dangereux. Mais j'en avais fini d'avoir peur de lui. L'après-midi apporta encore plus de chaos. Des fourgons de presse locaux apparurent dans le parking de mon complexe d'appartements. Des journalistes frappèrent à ma porte en demandant des interviews. Je les ignorais tous. Patricia m'appela à 15 heures avec une bonne nouvelle. Tu es réintégré avec effet immédiat. Les associés ont examiné tes preuves et sont d'accord sur le fait que tu as agi de manière appropriée. En fait, nous envisageons de prendre certains des victimes de ton père comme clients, s'ils veulent poursuivre des affaires civiles. Merci, Patricia. Ne me remercie pas. Tu as fait ça toute seule. Reviens travailler lundi. Nous réglerons le reste à ce moment-là. Je passai le reste du vendredi à regarder l'histoire se dérouler en ligne. D'autres victimes se manifestèrent. Des partenaires commerciaux qui avaient perdu de l'argent, des investisseurs qui avaient été victimes de fraude, des organisations à but non lucratif qui n'avaient jamais reçu les dons promis. Chaque nouvelle révélation rendait l'affaire contre mon père plus solide. Le samedi matin, le bureau du procureur général de l'État annonça une enquête officielle. Les enquêteurs fédéraux examinaient une possible évasion fiscale. L'entreprise de mon père était effectivement gelée pendant que les autorités examinaient ses dossiers. Le chat de groupe familial, dont j'étais toujours d'une manière ou d'une autre membre, explosa de messages. Kevin, c'est une chasse aux sorcières. Papa n'a rien fait de mal. Paige, il faut qu'on embauche de meilleurs avocats. Quelqu'un peut recommander quelqu'un? Oncle Gérald, je savais depuis toujours que ce business était louche. J'ai dit à Howard d'être plus prudent. Tante Carole, on devrait le soutenir. La famille reste unie. Ma mère. Où est Tara? Pourquoi n'est-elle pas dans ce chat? Oh, attendez. Elle est trop occupée à détruire son propre père pour se soucier de la famille. Je quittai le chat de groupe. Le dimanche après-midi, ma grand-mère appela. J'ai rendu visite à ton père aujourd'hui, dit-elle. I'll l'air terrible. Il ne dort pas, mange à peine. Ta mère est une épave. Kevin et Paige courent partout pour essayer de maîtriser les dégâts. Je suis désolée que tu aies dû voir ça. Ne sois pas désolée. C'était inévitable. Ton père a construit son empire sur des mensonges, et les mensonges s'effondrent toujours, tôt ou tard. Elle marqua une pause. Mais Tara, tu dois te préparer. Ça va empirer avant de s'arranger. Que veux-tu dire? Ton père parle de déclarer faillite.
Il essaie de déplacer des actifs, de cacher de l'argent. Il est désespéré. Et les hommes désespérés font des choses désespérées. Comme quoi? Comme essayer de tout faire porter à quelqu'un d'autre. Comme essayer de te faire passer pour la méchante. Il dit déjà aux gens que tu as fabriqué des preuves, que tu es instable mentalement. Que tu as toujours été jalouse de lui. Il est en train de construire un récit où lui est la victime et toi la méchante. Laisse-le faire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je sais. Je voulais juste que tu sois prête. Le lundi matin, je retournais au travail. Mes collègues m'accueillirent avec un mélange de curiosité et de respect. Certains me félicitèrent pour l'enquête. D'autres évitèrent le regard, mal à l'aise avec le drame familial. Patricia m'appela dans son bureau en milieu de matinée. « Nous avons 3 nouveaux clients, dit-elle. Tous des victimes des arnaques de ton père. Ils veulent que ce soit toi qui travailles sur leur dossier. » Moi? Tu es l'experte en crimes financiers de ton père. Tu connais ses méthodes mieux que personne. Est-ce que ça te va? Je réfléchis. Prendre les victimes de mon père comme clients signifiait que je serais directement impliqué dans sa chute. Cela signifiait plus de confrontation, plus de stress, plus de drame familial. Oui, dis-je. Ça me va. Le premier client était un homme nommé Thomas qui avait investi 200 000 $ dans l'une des fausses opérations immobilières de mon père. La deuxième était une femme nommée Jennifer dont l'organisation à but non lucratif avait perdu 50 000 $ de dons promis qui ne s'étaient jamais matérialisés. Le troisième était un couple, Robert et Claire, qui avaient été partenaires commerciaux de mon père pendant 10 ans avant de découvrir qu'ils siphonnaient de l'argent de leur projet commun. Je rencontrai chacun d'entre eux, documentai leur dossier et commençai à construire des poursuites. Chaque conversation révélait de nouvelles couches de la tromperie de mon père. Chaque histoire montrait une autre vie qu'il avait détruite dans sa quête de richesse et de statut. Mercredi, l'avocat de mon père avait déposé des motions pour geler toutes les enquêtes, invoquant des irrégularités dans la procédure et un parti pris des procureurs. Les motions furent rejetées. Jeudi, 2 des partenaires commerciaux de mon père avaient déposé des plaintes pénales. Le procureur général de l'État annonça que des accusations formelles seraient portées. Vendredi, exactement une semaine après la publication de l'article, mon père fut arrêté. J'étais au travail quand j'ai appris la nouvelle. Timothy m'envoya un message avec un lien vers une vidéo. Je cliquai dessus et vis mon père, menotté, conduit hors de son bureau par des agents fédéraux. Des journalistes se précipitaient autour de lui, criant des questions. Son avocat tenta de le protéger des caméras. Mon père regarda directement une caméra, son visage déformé par la rage et l'humiliation. Je ne ressentis rien. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de triomphe, juste une froide certitude vide que la justice était enfin rendue. Mon téléphone explosa de messages. « Kevin, j'espère que tu es fier de toi. » « Paige, tu as fait ça. C'est ta faute. »« Ma mère, tu as détruit ton père. Je ne te pardonnerai jamais. » Divers parents, accusations, insultes, désaveux, et puis un message de ma grand-mère. « Il a fait ses choix. Tu as fait les tiens. Je suis fier de toi d'avoir défendu ce qui est juste. » Cette nuit-là, je rentrai chez moi et me permis enfin de ressentir la colère, la douleur, les années d'ignorance et de sous-estimation. L'humiliation de samedi soir il y a 2 semaines, la peur pendant la confrontation au déjeuner. Le stress de voir tout se dérouler. Je pleurais pendant 1 heure. Winston se coucha à côté de moi, ronronnant. Quand j'eus fini de pleurer, je me sentis plus légère, plus propre, libre. Mon père faisait face à la justice. Ses victimes auraient leur jour au tribunal. Et je m'étais prouvé que j'étais plus forte que quiconque, y compris moi-même, ne l'avait imaginé. Le procès commença 3 mois plus tard. D'ici là, l'affaire contre mon père avait évolué pour inclure 18 chefs d'accusation. Pour fraude, 12 chefs pour détournement de fonds et 7 chefs pour évasion fiscale. Son entreprise s'était complètement effondrée. Ses actifs avaient été gelés. Sa réputation était détruite. Je participais à chaque jour du procès, assise à l'arrière de la salle d'audience. Mon père ne me regarda jamais. Ma mère, Kevin et Paige étaient assis de l'autre côté, leurs visages masqués par la colère et la tristesse. L'accusation m'appela à la barre des témoins. Le 4e jour, je me rendis à la barre, mis ma main sur la Bible et jurai de dire la vérité. L'avocate était une femme nommée Catherine, percutante et minutieuse. « Mademoiselle Anderson, pouvez-vous expliquer comment vous avez découvert les activités frauduleuses de votre père ?» Je passai l'audience en revoyant tout. Last documents. Que ma mère m'avait donné, les schémas que j'avais remarqués, l'enquête que j'avais menée. J'expliquai chaque pièce de preuve calmement et professionnellement. L'avocat de mon père tenta de me discréditer lors du contre-interrogatoire. « N'est-il pas vrai que tu étais en colère contre ton père ?»« Oui. »« Et n'est-il pas vrai que tu voulais de la vengeance ?»« Je voulais de la justice, mais tu admettras que j'étais motivé par la colère. J'étais motivé par la vérité. Ma colère était justifiée, mais cela ne changeait pas les faits. La fraude a eu lieu, que je sois en colère ou non.
L'avocat essaya différentes approches, mais j'avais prévu cela. Chaque question, chaque tentative de me peindre comme la fille vengeresse, je l'ai déviée avec des faits et des preuves. Quand je descendis de la barre, je sentis pour la première fois le regard de mon père sur moi. Je le regardai directement. Il avait l'air vieux, soudainement diminué. Toute la puissance et la confiance qu'il avait définie étaient parties. Le procès dura 6 semaines. Le jury délibéra pendant 2 jours. Coupable de toutes les accusations. J'étais au travail quand le verdict tomba. Patricia m'appela dans son bureau et nous regardâmes ensemble la conférence de presse. Le procureur se tenait devant le palais de justice, entouré de plusieurs victimes de mon père, annonçant la condamnation. La justice a été rendue aujourd'hui, dit Catherine. Howard Anderson a utilisé sa position et sa réputation pour escroquer des dizaines de personnes pendant de nombreuses années. Grâce au courage des lanceurs d'alerte et des victimes qui se sont manifestés, il fera désormais face aux conséquences de ses actes. Astérisque la sentence fut fixée pour 3 semaines plus tard. An attendant, Marvi continued to changer. Mes clients, les victimes que j'avais aidées, exprimèrent leur gratitude. Certains envoyèrent des fleurs, d'autres écrivirent des lettres. Un couple m'invita à dîner et passa la soirée à me remercier de leur avoir donné une chance de justice. Mon entreprise me promut au poste de comptable forensique senior avec une augmentation significative et des responsabilités élargies. Patricia me dit que j'avais un avenir brillant devant moi. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, dit-elle. Peu de gens ont le courage de s'opposer à leur famille, surtout quand cette famille a du pouvoir et des ressources. Tu devrais être fier. J'étais fière, mais j'étais aussi épuisée. L'audience de la sentence eut lieu un mardi matin de novembre. La salle d'audience était pleine. Les victimes de mon père remplissaient la galerie, accompagnées de journalistes et de curieux. La juge, une femme sévère dans la soixantaine, écouta, victime après victime, se lever et décrire comment les crimes de mon père avaient affecté leur vie. Thomas, qui avait perdu ses économies de retraite. Jennifer, dont l'organisation à but non lucratif avait failli fermer à cause de fonds manquants. Robert et Claire, dont le partenariat commercial et l'amitié avec mon père avaient été bâtis sur des mensonges. Lorsque ce fut mon tour de parler, je marchai jusqu'à l'avant de la salle d'audience. Votre honneur, je ne suis pas ici en tant que victime, bien que, à bien des égards, je le sois. Je suis ici en tant que personne qui a un jour regardé cet homme assis à cette table avec admiration. Quelqu'un qui n'a rien voulu de plus que son approbation et son amour. Pendant des années, j'ai essayé de le gagner en étant parfaite, en réussissant, en le rendant fier. Ça n'a jamais marché. Et quand j'ai enfin pris ma défense, quand j'ai refusé de me taire sur ses crimes, il a essayé de me détruire. Je regardais mon père. Il fixait la table, refusant de me regarder. Mais il ne m'a pas détruite. Au lieu de ça, j'ai trouvé ma propre force. J'ai appris que la vraie famille ne dépend pas du sang ni de l'obligation. Il s'agit de respect, de soutien et d'amour. Les gens qui comptent le plus ne sont pas ceux qui portent ton nom. Ce sont ceux qui se tiennent à tes côtés quand tout s'effondre. Je retournai à ma place. La juge me remercia et prit une pause pour délibérer sur la sentence. Lorsqu'elle revint, sa voix était ferme. Monsieur Anderson, vous avez été reconnu coupable de crimes graves qui ont nui à de nombreuses personnes et organisations. Vous avez utilisé votre position de confiance pour manipuler et tromper. Vous n'avez montré aucun remords, même lorsque vous avez été confronté à des preuves accablantes. Par conséquent, je vous condamne à 15 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de libération conditionnelle. Vous devrez également verser une restitution complète à toutes les victimes identifiées. Les épaules de mon père s'affaissèrent. Ma mère éclata en sanglots. Kevin et Paige avaient l'air sidérés. Je ne ressentis rien d'autre que du soulagement. Dans les mois qui suivirent, la chute de ma famille continua. Ma mère demanda le divorce, tentant de sauver l'argent qu'il restait après les paiements de restitution. Kevin perdit son travail quand son employeur découvrit sa connexion avec le scandale. La boutique de Paige finit par s'effondrer sous le poids des dettes qu'elle ne pouvait plus cacher. Mon père commença à purger sa peine dans une prison fédérale de l'Alabama. Je reçus une lettre de lui demandant pardon et compréhension. Je ne répondis jamais. Kevin et Paige tentèrent tous deux de renouer avec moi à différents moments, prétendant qu'ils comprenaient maintenant que j'avais raison. Je refusai poliment. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester ainsi. Ma mère envoyait de temps en temps des messages par l'intermédiaire de ma grand-mère, habituellement des plaintes sur la difficulté de sa vie. Je n'éprouvais aucune sympathie. Elle avait soutenu mon père pendant des décennies et avait participé à m'humilier. Elle avait fait ses choix. Seule ma grand-mère resta une présence constante dans ma vie. Nous nous rencontrions pour déjeuner une fois par mois, et elle ne mentionnait jamais mon père, sauf si je lui demandais. « Tu as fait ce qui devait être fait », me dit-elle plus d'une fois. Les autres devront apprendre à vivre avec les conséquences de leurs choix. Je m'assis dans mon nouvel appartement, un endroit plus grand dans un meilleur quartier.
Que je pouvais enfin me permettre grâce à ma promotion, regardant le coucher du soleil à travers des fenêtres du sol au plafond. Winston s'étendait sur le canapé à côté de moi, ronronnant de contentement. Mon téléphone vibra avec un message de Timothy. Dîner d'anniversaire la semaine prochaine. 1 an depuis l'article qui a tout changé. Je souris et répondis. Je serai là. 1 an. On aurait dit une éternité et un instant à la fois. J'avais perdu une famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Le respect de soi, l'indépendance, et la certitude que je pouvais survivre à tout. Défendre ce qui était juste m'avait coûté plus que ce que j'aurais pu imaginer cette nuit-là au dîner familial. Mais cela m'avait aussi donné quelque chose d'inestimable. La liberté de bâtir ma vie selon mes propres termes, entourée de gens qui me valaient réellement. En regardant le paysage urbain de Birmingham, je pensais à ce moment, 2 semaines après la publication de l'article, quand mon père avait été emmené menotter. À ce moment-là, je m'étais sentie vide, incertaine si le prix de la justice n'était pas trop élevé. Maintenant, 1 an plus tard, je savais la réponse. Certaines vengeances ne concernent pas la destruction. Elles concernent la libération. Il s'agit de refuser de se taire, de refuser d'accepter l'injustice, de refuser de laisser les personnes qui vous ont fait du mal continuer à en faire à d'autres. Mon père m'avait appris à être impitoyable. Il n'avait juste jamais imaginé que j'utiliserais ces leçons contre lui. Et c'était là sa plus grande erreur.